Bonjour tout le monde, ça va bien? Oui! Hey, all right. Pas trop brûlé de votre Comic-Con? Est-ce que vous êtes content de votre Comic-Con? Ouais! Plutôt bien. Merci de nous avoir choisis par rapport aux acteurs Star Wars. On apprécie. On va commencer dans... Est-ce que vous connaissez Star Wars en direct? Oui. Fait qu'on va faire la question piège. Qui écoute Star Wars en direct depuis environ 2 ans? Bon, d'accord. Qui écoute Star Wars en direct depuis environ 10 ans? Oh, c'est bon, on va arrêter là. Test de popularité raté. Star Wars en direct, en fait, on est un groupe de passionnés de Star Wars qui, depuis plus de 20 ans, alors, j'étais pas là, c'est surtout le loustic à ma gauche, là, et le loustic derrière la caméra, là-bas. Ils ont créé, il y a 20 ans, un podcast, à l'époque où le mot podcast n'existait pas. C'est fou. Qui va parler de Star Wars. On parle de Star Wars sur tous les domaines. On fait donc des podcasts audio, on en fait environ un toutes les semaines. Donc, je pense qu'on peut dire qu'on est sur ce rythme-là. Et on va aborder à peu près tous les sujets qu'on peut trouver qui sont rigolos. Donc on va parler de littérature avec les BD, les romans. On va parler des épisodes. Et on va parler... Il y a une slide pour ça? Ah zut, bon, ouais. Je spoil, pardon. On improvise souvent. Ouais. Oui, vous allez voir, ça ressemble pas à grand-chose. Donc là, aujourd'hui, le but, c'est de faire un épisode devant vous sur le titre, Endor. Oui. Alors, juste avant qu'on commence, je voulais juste mentionner, si vous voulez participer à notre petit sondage, si vous avez vos cellulaires, vous pouvez scanner le code. OK, je l'ai zoomé, désolé. C'est 5 petites questions sur la série Endor, si vous l'avez regardée. N'hésitez pas à remplir. Et à la fin, on va voir les résultats du sondage. J'imagine qu'on devrait dire aux gens qui sont ici aujourd'hui, si vous n'avez pas vu la série Andor, on est désolé, on risque de vous spoiler certains moments. Oui. Donc, Effectivement. ne le prenez pas contre nous, on est désolé. On a regardé la série plusieurs fois pour vous apporter cette conférence. Non, on n'est pas désolé pour vrai. Il dit ça pour être poli. Là, mais j'essaye d'être gentil, juste à l'écouter, Francis. c'est une bonne série, allez la voir. Bon. OK. Vas-y, Jeff, parce que sinon... Alors, ce que Julien tentait de dire plus tôt. Star Wars en direct, c'est le plus vieux podcast sur Star Wars qui existe, qui est toujours en activité. C'est notre 22e année de diffusion. On a plusieurs spin-offs, on aborde plusieurs sujets, non seulement les films, les séries, mais aussi jeux vidéo, jeux de table, romans, événements. Donc, on couvre pas mal tout. On est une équipe internationale parce qu'on a une équipe au Québec et on a aussi une équipe en Europe, en France. Et en Colombie-Britannique. Oui, on a un en Colombie-Britannique, c'est vrai. Et aussi, c'est ça, on couvre les différentes Comic-Con à Montréal, le Comic-Con pas en France, mais en Europe, il y a le Génération Star Wars et Science-Fiction. Il y avait aussi le Geek Culture qu'on a fait ici. Puis on fait aussi des reportages d'événements, comme le Star Wars Celebration. Et je reviens toujours aux Générations Star Wars pour l'Europe. On a même aussi diffusé des épisodes en anglais de 2003 à 2007 et nous avons au total 889 épisodes disponibles que vous pouvez voir sur votre plateforme préférée pour les podcasts. Nous sommes aussi disponibles sur tous les réseaux sociaux. Quoique certains réseaux sociaux, nous allons avoir peut-être un peu de difficulté. Alors, pour l'anecdote, on rigole parce qu'on s'est fait striker nos comptes Instagram, tous les comptes Facebook, Meta en fait il y a 2 jours et on ne sait toujours pas pourquoi. Comme plein d'autres qui s'appellent Star Wars quelque chose. Il y a eu une petite purge Horde 66 sur Meta récemment qui se sont mal passées pour nous. L'empereur Zuckerberg. Voilà, on a en catastrophe refait une page Facebook avec 69 abonnés. C'était en catastrophe. Oui. Mais vous nous retrouvez sur Apple Podcast. C'est vrai qu'on est surveillé. Je pense qu'on a compris C'est ça. qui en avait contre nous. Le sujet d'aujourd'hui, on veut parler de la série Andor. Est-ce que c'est un moment charnière pour Star Wars? Si ceux qui ont vu la série, vous avez sûrement remarqué que la série n'est pas comme les autres séries qui sont disponibles, Star Wars.
Il y a un thème un peu plus, des thèmes un peu plus adultes, la cinématographie est différente, la production aussi a été très différente de ce qu'on a pu voir avec Mandalorian, le livre de Boba Fett et Ahsoka qui s'en vient. Donc, on va aborder justement la production. On va ensuite aborder les thèmes, comme les gros thèmes de la série. Et ensuite, nos attentes pour le futur des séries Star Wars suite à l'apparition de Andor. Et on va passer à travers le sondage qu'on a montré au début. Et si on a le temps, on va prendre des questions. Si vous avez des questions pour nous. Juste avant qu'on se relance dans donc. ça, JF, je veux dire qu'à la fin, on a quelques petits goodies pour ceux qui vont rester avec nous jusque-là. Et on va aussi avoir notre ami Marc Joly-Corcoran. C'est lui qui a fait un super documentaire l'année dernière qui a été présenté à Fantasia, qui est en vente présentement au kiosque de la 501st. Donc, gênez-vous pas pour aller le voir. On est dedans. C'est le fun. Donc, on se lance, mon JF. All right. Donc, si on y va avec la production de la série Andor. Donc, c'est une série qui a été annoncée en 2018 par le président, le CEO, je devrais dire, de Disney, Bob Iger, et Kathleen Kennedy de Lucasfilm. La série, pour une série, ça a un budget de 250 millions US, il faut le spécifier que c'est US. La série a été décrite comme un thriller d'espionnage centré sur le personnage de Cassian Andor qu'on a pu voir dans le film Rogue One. Lorsque la série... Alors, ceux qui n'ont... Alors, ceux qui n'ont pas vu la série Andor, vous n'avez aucune idée de ce qui vient de se passer. Mais bon. Ceux qui se sont endormis avant, c'était quoi l'épisode? Je sais plus. J'espère que ça savent nager, ceux-là. Ouais, c'est ça. Ben. OK. J'avais dit que vous n'aimeriez pas ma surprise. Mais non, c'était très bien. C'est toi, ça, hein? OK, donc, c'est ça, la série... c'était Stephen Schiff qui était le showrunner au début pour la série. Tony Gilroy, qu'on sait qui a été le co-auteur du film Rogue One et qui a été en charge des ce qu'on appelle les reshoots du film, a joint la série en 2019. Et au mois d'octobre 2019, Lucasfilm a annoncé que Gilroy a écrit le premier épisode. Il va réaliser plusieurs épisodes et il prend officiellement le poste de showrunner à partir de avril 2020. Le nom de la série a été dévoilé au mois de décembre 2020 avec une date de sortie pour 2022. La série devait originalement contenir 5 saisons, mais l'échelle de la série ne permettait pas physiquement d'accomplir cette tâche, donc ils ont opté pour 2 saisons. Donc les 2 saisons vont avoir 12 épisodes et la fin de la deuxième va mener directement au début du film Rogue One. Pour ce qui est du tournage, Andor, c'est la première série Star Wars qui n'a pas utilisé la technologie du Stagecraft Digital Background. Donc, je ne sais pas si vous connaissez c'est quoi. Mais... c'est quoi le Stagecraft, machin? Alors, qu'est-ce que le volume? C'est ça, merci. C'est ce qu'on appelle le volume. Donc, c'est une technologie que Lucasfilm a créée pour la série de Mandalorian, qui a été utilisée aussi pour le livre de Boba Fett. Donc, Andor a décidé d'y aller de la bonne vieille façon cinématographique, comme si c'était le tournage d'un film. Ils ont filmé au studio Pinewoods à Londres, mais aussi dans différentes villes à travers le monde. Et c'est ça, juste à dire aussi que le tournage de la deuxième saison a débuté au mois de novembre 2022 et se poursuivra jusqu'au mois prochain. Et Tony Gilroy a mentionné que la post-production devrait durer 1 an. Donc, pas de saison 2 avant au moins 2024. Est-ce qu'on risque d'avoir un retard avec la grève des acteurs? Fort probable. Fort probablement. Donc, voilà. Et une autre chose en particulier pour la série Andor que je veux mentionner, c'est le montage des épisodes. Et les histoires suivent une arche un peu comme Clone Wars. Donc, c'est-à-dire qu'on a le droit à comme 3 histoires de 3-4 épisodes qui font la saison 1. Contrairement à ce qu'on a vu avec Mandalorian et le livre de Boba Fett, où c'est vraiment la même histoire qui suit à chaque épisode. Donc, c'est ce qu'il y en est pour la production. Ensuite, nous allons aller... Ah oui, juste expliquer un peu les codes d'écoute de la série Andor, parce qu'il y en a beaucoup qui ont dit que la série n'était pas populaire
Mais ce qu'on peut voir sur le graphique, c'est plus le temps avançait, donc après 60 jours, bien, on peut voir que la série avait atteint plus de 22,5 millions d'auditeurs. Donc, c'est une série que je crois que le bouche à oreille a fait que le monde a plus écouté. Mais c'est une série aussi qui ne s'adresse pas à tout public Star Wars. Hein. Les plus jeunes enfants qui aiment Mandalorian pour Grogu et tout ça, ben il n'y a rien de ça dans Andor. Hein, c'est un peu plus adulte. Donc, ça explique pourquoi ça a été un peu plus lent avant que ça décolle, mais les codes d'écoute ont été à la hauteur des attentes. Ensuite, nous allons aborder les thèmes. Donc, 3 thèmes qui touchent vraiment la série Andor, la politique, le désespoir et la psychologie. Et on va y aller avec la politique, avec Julien. Alors... Avouez que c'est joyeux, hein. Ouais, ça fait envie, je trouve. On va avoir du fun, je vous le dis. Donc, c'est moi qui me charge du comité politique, parce que moi, je suis monsieur bizarre dans le groupe. Je le dis à chaque fois parce que j'aime bien le dire. J'aime beaucoup l'épisode 1, c'est un de mes préférés, sinon mon préféré. Et à chaque fois, je me fais taper par mes collègues. Et ce qui me plaisait dans la prélogie, moi, c'était le côté politique. Tout cet aspect politique qu'on voit dans l'épisode, la prélogie, en fait, l'épisode 1, 2, 3, surtout 2, 3 d'ailleurs. Et dans Andor, est-ce que vous vous rappelez, à vous main levée, est-ce qu'il y a des gens qui se souviennent un peu des principaux thèmes politiques qu'il y avait? Alors, le côté politique, hein. Donc ceux qui ont vu la série, c'est tout le côté Mon Mothma, Pol Pot et Cassian. Est-ce que vous vous souvenez un peu des thèmes là? Je vois quelques oui. Je trouve que c'est un thème très d'actualité, ironiquement. C'était un peu moins d'actualité à l'actuel, mais actuellement, avec tout ce qui est inflation, hausse des taux et tout ça, c'est assez rigolo, entre guillemets, de se dire que le principal thème, c'est comment on fait pour financer la rébellion. En fait, il est... Pendant toute la série, pour ceux qui ont pas vu, on va encore spoiler, hein, je vous le dis. Pendant toute la série, vous avez un arc, en fait, où vous suivez Mon Mothma qui cherche plus ou moins à trouver, déjà, comment éviter que tout Coruscant sache qu'elle est du côté rébellion. Ça peut aider quand vous êtes sur la principale planète impériale, pas vous le cacher. Et 2, le principal objectif aussi, c'est... alors, je sais qu'on se pose pas la question quand on regarde la trilogie ou la prélogie, mais c'est que faut les acheter, les vaisseaux. On a vu avec l'épisode 8 qu'il fallait mettre de l'essence dedans maintenant aussi. Ouais, voilà. Ça, dans Solo aussi, le coaxium. Ouais. Oui, bon, c'était juste pour faire un tac à l'épisode 8. C'est con. Donc oui, non, mais tout ça, c'est une question qui est arrivée. Et moi, j'ai fait beaucoup de liens, en fait, avec les thèmes politiques. Avant de vous dire les liens que j'ai faits, est-ce que dans la salle où il y a des gens qui, quand ils ont vu les thèmes politiques, ça leur a fait des lumières par rapport à ce qu'on a vu dans l'univers Star Wars avant. Ça me fait encore plus passer pour un fou, j'adore. Il y avait des liens avec Rogue One, déjà on voyait le côté, mais là l'Alliance était plus avancée évidemment. Ouais. Tu avais Mon Mothma qui essayait de garder ensemble des gens qui ont des intérêts très divers. Ouais. Sinon, si vous vous rappelez pas, dans l'épisode 8, je sais, c'est dur à se rappeler, mais j'aime pas beaucoup l'épisode 8, c'est dit, c'est annoncé. Mais dans l'épisode 8, on voit un moment justement cette notion, quand ils sont sur la planète, alors moi j'appelle la planète Monaco, parce que bon... Canto Bite. Ouais, super, la planète Monaco quoi. Qui est référé d'ailleurs dans la série. Celle où ils font des courses de cheval, voilà. Donc à un moment... À un moment, quand ils repartent de cette planète, on voit qu'il y a la vente d'armes avec le petit hologramme. Où vous voyez que finalement, c'est le même vendeur qui vend des TIE Fighters et des X-Wing. Pourquoi ne pas vendre l'armement à ceux qui se tapent dessus, comme ça on est sûr de gagner. C'est plus la Suisse que Monaco en ce sens-là. Ouais, ils sont pas très marchands d'armes, la Suisse, mais bon... Enfin bref, on va pas rentrer dans la politique actuelle parce que c'est le meilleur moyen pour qu'on se fasse striker ce qui nous reste de compte social. Donc, l'idée ici, c'était juste de se rendre compte que moi, j'ai fait d'autres liens. Donc, je vous fais juste un petit rappel. Ça commence à l'épisode 4 dans la série Andor, parce que l'épisode 1, 2, 3, on est plutôt du côté de Cassian. On a ce côté où notre sénatrice, Mon Mothma, parle beaucoup avec... alors, il s'appelle Raël, vous savez, c'est le marchand d'art. Je sais pas pourquoi il me mettait mal à l'aise. Luton. L'acteur est formidable parce qu'il faisait exactement ce qu'il fallait, c'est-à-dire me mettre mal à l'aise. Donc voilà, on a eu beaucoup de discussions. Et leur idée, c'est de faire une fondation caritative. Parce que quel meilleur moyen de détourner de l'argent que de faire une fondation caritative. Donc on va faire une fondation caritative. Et là, on voit arriver, alors je vous fais vraiment version OV parce que j'ai mes collègues qui doivent parler après. Mais on voit arriver les fameux banquiers, le fameux banquier chandrilien.
Donc la planète Chandrian, c'est la planète de Mon Mothma. Et avec cette politique un peu étrange qui est que si vous faites rencontrer votre enfant aux alentours de l'âge de 13-14 ans, ben ils vont se marier. Voilà. Je ne sais pas si en 2023, vous imaginez, ceux qui ont des enfants de 12-13 ans, imaginez, vous présentez ça et c'est le mariage. Ouais, non, je suis pas sûr que ça passerait. Ouais, c'est le meilleur moyen qu'on pourrait repeupler le Québec. Hein. Ça peut être une stratégie. Ouais, mais il y a une stratégie, hein, moi je vous le dis, on manque de main-d'œuvre. Ouais. Hein, il y a une strat. Moi je vous dis, il y a une strat. Donc voilà, l'idée. Mais derrière ça, en fait, aussi, j'ai fait un gros parallèle avec Clone Wars. Puisque dans Clone Wars, alors je sais qu'il y a beaucoup de saisons, je sais que ça fait peut-être vieux, mais dans Clone Wars, moi j'ai beaucoup aimé la partie, j'ai beaucoup aimé tout court, mais il y a toute une partie sur la saison 2 où on voit le côté politique de la Duchesse Satine avec Mandalore. Alors, Mandalore, pour ceux qui ont suivi que la série Mandalorian, c'est la planète complètement ravagée. Voilà. À l'origine, il y avait autre chose que du sable. Puis il y avait même une duchesse. Puis je vous spoil pas toute l'histoire. En tout cas, parce qu'il y a plein d'histoires autour des Mandaloriens, mais surtout, en fait, il y a tout un aspect politique intéressant avec Mandalore, puisque Mandalore se positionne ni du côté Alliance République à l'époque, qui deviendra les rebelles par la suite, ni du côté impérial, qui n'est pas impérial à ce moment-là, qui est plutôt la Fédération du Commerce. Donc bon, vous voyez un peu le côté bipolaire. Mais cette idée-là, en fait, c'est qu'au niveau de cette politique, on a cet aspect que moi j'aime bien, qui est comment est-ce que cet univers prend vie, qui pourrait prendre vie dans notre vrai monde. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez les journaux, politiquement parlant, on tente des trucs, on va dire ça comme ça. Mais dans l'univers Star Wars, moi je me suis régulièrement posé la question, voilà, comment ça se fait qu'on arrive à avoir 25 chasseurs X-Wing avec des vaisseaux, gros vaisseaux, qui c'est qui finance ça? Il y a une raison, il y a une réponse. Qui est le plus gros, alors je sais pas, dans la salle, est-ce que vous savez qui est le plus gros financeur de la rébellion dans Star Wars? Il y a un peuple qui... Alderaan alors pas économiquement, non. Alderaan. Enfin, si tu regardes un peu les... Alors, toujours pareil, alors attention, on parle de l'univers Star Wars, on s'entend que les statistiques dans Star Wars, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Mais techniquement parlant, il y a un peuple qui a donné plus d'argent que Alderaan. Non, pas Naboo. J'ai pas entendu? Non, alors pas les Coralliens, par contre j'avais la réponse à quelque part là-bas, effectivement c'est Mon Calamari, la planète, pour ceux qui connaissent pas, c'est It's a Trap, voilà. Ouais, si je dis Général Akbar, je vais pas forcément récupérer tout le monde, si je dis It's a Trap, tout le monde voit l'espèce de calamar, l'espèce de bestiole qui dit It's a Trap, voilà. Voilà. Bon, ben ça c'est une planète Mon Calamari qui, dans l'univers Star Wars, avec les chiffres qu'on trouve, alors, les chiffres Star Wars... Vous savez, hein, l'univers Star Wars, hein, on peut discuter pendant longtemps sur pas grand-chose. Mais a priori, avec cette planète-là, a fourni énormément de gros vaisseaux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça des vaisseaux Mon Calamari, des vaisseaux Mon Cal, puisqu'ils viennent de cette planète. Et donc, avec la fourniture de tous ces vaisseaux, avec la fourniture de l'armement que fournissent, puis la fourniture personnelle aussi, pas oublier, on se retrouve avec ça. Alors le rapport avec Endor dans tout ça, c'est que l'idée ici, c'était de se rendre compte que à travers Endor, on se rend compte qu'ils essayent, autant que faire se peut, de nous faire comprendre que finalement la République, la rébellion, peut avoir des problèmes assez inusités qui sont les problèmes d'argent. Et on en parlera plus tard, mais je suis curieux de voir au niveau de la saison 2, parce que fin de saison 1, on voit le plan qui a l'air très foireux, on va pas se le cacher, au niveau de financement. Je pense qu'il y a des partis politiques qui vont prendre exemple et c'est pas bon signe. Non, tu penses? Ouais, non, ça me paraît un plan nul. Mais je suis assez curieux de voir et moi, c'est la partie qui m'intéresse, pour ça que je vous parle de ce thème-là, c'est ce côté politique. J'étais monsieur joyeux, hein, je vous préviens, parce qu'après c'est le désespoir. Mais voilà, alors si vous imaginez si le côté joyeux c'est la politique. Donc voilà, moi c'est un peu ce côté qui m'a plu dans Endor. C'est aussi ça que j'attends par la suite, mais je vous le dirai. Puis je vais passer, à moins que mes collègues veulent parler politique encore, mais en général je suis le seul. Donc. Non, t'as bien fait ça, Ouais, ça fait la transition politique des espoirs, c'est souvent lié. Ouais, voilà. Mais, dans le fond, l'idée des thèmes aussi, c'était sur quoi, en fait, ce qui nous fait dire à quel point c'est un moment charnière ou quelque chose de différent de ce qu'on avait déjà dans l'univers Star Wars, que ce soit film ou série télé. Puis effectivement, l'aspect politique, on l'avait eu un petit peu dans des films,
Mais c'est quand même très différent. Là. On est dans quelque chose de un peu plus sérieux. Puis, comme tu dis, parler de financement, on s'entend que c'est pas avec ça que tu vends des jouets Hasbro. Là. Des thèmes comme ça. Là, On va vendre des hypothèques, par contre, en ce moment. Ouais, ou bref. Et du côté du désespoir, évidemment, on avait eu des très petites bribes. Puis, tu sais, Rogue One est et puis, évidemment, beaucoup inspiré la série. Mais ça restait très, très, très rapide. Alors que là, ce qu'on a remarqué, c'est que épisode après épisode, le désespoir est toujours très présent chez certains personnages. On peut voir à l'écran, évidemment, les prisonniers dont certains nous ont fait la joie de venir manifester tout à l'heure. Mais que ce soit le discours c'est Andy Serkis, c'est ça? Ouais, c'est le nom de l'acteur, en tout cas. Ouais, je me souviens pas le nom du personnage, désolé. Puis c'est ça. Appelez-le Gollum. Pas entendu. Kino Loy. Pino Loy, bref, qui apparaît. J'ai cru. Non, ça serait spoilé, là, fait que je vais m'arrêter sur lui. Mais tout ça pour dire, on a une population aussi qui se rebelle, tu sais, puis une population très locale qui fait une petite rébellion très locale, sachant très bien que ça peut pas mener à rien, sachant très bien que l'Empire va revenir par après les défoncer. Mais qui le fait justement, qui n'a plus rien à perdre. La mère adoptive de Cassian, c'est un peu ça aussi. Elle pourrait s'enfuir avec lui, mais elle veut plus fuir. Fait que c'est à un niveau, justement, là, où est-ce que le désespoir atteint un niveau que, bon, là, ça suffit. On a un enfant aussi, qui, c'est dans le dernier épisode, je crois, qui fabrique une bombe, parce que justement, son père a été tué, si je ne me trompe pas, par les troupes. Fait que tout au long de la série, c'est très présent, puis ça fait partie justement des thèmes que, moi, personnellement, à la maison, j'ai 4 enfants. Qui sont, ben là, la plus petite de 2 ans, elle n'est pas encore fan de Star Wars. Là. Elle aime beaucoup Grogu, là, mais bref, je l'ai remarqué tout de suite. C'est quand même pas une série qui vise les enfants. Et ça, c'est peut-être justement le grand tournant. On va voir justement si Bob Iger, qui est de retour aux commandes de Disney, va avoir retenu des leçons de Endor. Parce qu'effectivement, c'est pas la série qui va avoir fait vendre des produits dérivés. C'est pas avec des gens... puis des situations qui font pleurer, puis qui te donnent envie de t'ouvrir les veines, que tu fais vendre des Legos, que tu fais vendre des figurines. Mais justement, ça en fait une série beaucoup plus adulte, beaucoup plus sérieuse. C'est sûr que là, il n'y a pas de Jedi qui font des pirouettes et puis un show son et lumière. Mais n'empêche, c'est là je sais pas, moi, c'est la série justement où est-ce que j'ai vu le plus de réalisme. Puis tu sais, on pourrait parler des décors, de la musique, de ci, de ça, mais au niveau humain, puis au niveau, tu sais, Star Wars, c'est souvent l'espoir. La fameuse réplique de Jyn dans Rogue One, toute rébellion est basée sur l'espoir, puis le titre de l'épisode initial, c'est un nouvel espoir. Mais là, dans Endor, je trouve qu'on n'est pas là. On n'est pas là, on est dans le désespoir de tous les côtés, là. Même les Luton qui prennent des décisions, mais atroces, là, qui vont sacrifier. Je pense à un groupe, à un moment donné, de 30 rebelles qui acceptent de les sacrifier, mais pour le bien de la cause, parce que lui, il a le portrait un peu plus large. Mais imaginez à quel point, tu sais, on le voit par après, à quel point c'est crève-cœur pour lui, mais il accepte d'avoir ce poids-là sur les épaules, de devoir prendre des décisions comme ça. C'est quelque chose dans Star Wars, je pense qu'on n'avait jamais eu. Peut-être lié au rythme. Évidemment, dans un film, tu as moins de temps que dans une série de 12 épisodes. Mais même dans ces autres séries qu'on avait, ça allait quand même beaucoup plus vite. Là, justement, on plonge, je ne veux pas trop tomber dans la psychologie des personnages, on va en parler tout de suite après. Mais justement, sur des thèmes comme ça, que les adultes, à la fois dans la salle, mais que tout le monde qui écoute la série, justement, va se reconnaître dans un personnage, va se reconnaître dans quelque chose, dans des situations de la vie, où est-ce que tu as envie de tout abandonner. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu, à mon avis, dans Star Wars. Et que j'espère qu'on va revoir. On se demande si c'est un tournant. Ouais. Non, j'allais juste dire, comme tu disais, on ne le voit pas dans les films, parce que les films, c'est un film de 2 heures, puis tu n'as pas le temps. Là, ils ont plus le temps de développer des personnages, mais c'est quelque chose aussi qu'on a, je ne sais pas s'il y a des fans ici de l'univers étendu, donc tous les romans et tout, mais c'est quelque chose qui a été plus exploré dans les romans, parce que le livre te permet justement de le faire. Donc, c'est le fun de revoir ces thèmes-là visuellement, au lieu de juste les voir en écriture. Merci, Francis. Ouais, moi, je dis, pour faire la petite blague, dans l'univers Star Wars, peut-être pas, par contre, dans les salles de Star Wars, après certains épisodes, je pense que le désespoir était présent. Aïe, aïe, aïe.
Le livre de Boba Fett n'a pas joué en salle. Donc, là, à l'édition, on pourrait rajouter le trophée là, Xbox. C'est quoi, on taclé la série Boba Fett? Ouais, c'est ça. Le dernier thème, Seb, la psychologie. Ben, c'est la série Endor, moi, rapidement, là, je trouve que c'est l'histoire de la première grosse attaque de la rébellion contre l'Empire, puis justement, le montage du réseau de la rébellion à travers tout ce qui se passe dans la galaxie. Puis, on voit ça à travers différents personnages. Donc, on voit ça à travers Cassian Andor, Luton Rael. On voit ça même à travers certains personnages de l'Empire, donc Dedra Meero, et les sénateurs, comme on parlait de la politique, à travers Mon Mothma et quelques autres. Bale est extrêmement absent de cette série-là. Bail Organa, c'est quand même assez particulier, là. Je me serais attendu à avoir au moins une apparition, mais c'était pas le cas. Et dans la série, dans le fond, l'affaire qui est intéressante, c'est qu'on peut voir le point de vue de tout un chacun. Donc, on voit Cassian, justement, qui est un orphelin de Kenari, qui se fait adopter un peu contre son gré par Marva et rapporter sur Ferrix. Et il laisse sa sœur derrière. Puis là, ben lui, son but, puis c'est ça qu'on voit au début de la série, c'est qu'il essaie de retrouver sa sœur qui a été abandonnée là, sur Kenari. Et en faisant ça, ben là, il devient un des hommes les plus recherchés du secteur et tombe dans le pétrin. Puis c'est ça qui va le pousser à devenir un membre actif de la rébellion à travers les différents agissements puis les différentes recherches aussi que Luton avait fait envers cette personne-là, parce qu'on s'entend que Cassian, c'est pas le petit joyau, là, c'est pas le petit monsieur tranquille qu'on connaît là, sur Ferrix. Là. C'est quelqu'un qui a vécu des aventures et puis qui en a vu un puis un autre. Là. Mais quand on regarde les personnages comme ça, il y a des profondeurs qui se rajoutent, puis là, on voit que Luton, justement, il y a sous son aile des gens comme la cousine de Mon Mothma, Vel Sarta, des gens comme Cinta Kaz aussi, et son administratrice, là, je vais dire, de magasin sur Coruscant, Cleia Markey. Mais quand on commence à entendre Cleia parler, surtout avec Vel, on commence à se poser la question, qui travaille pour qui? Est-ce qu'ils travaillent les deux ensemble? Des fois, ils ont des petites prises de tête. Et puis là, on se demande si Cleia est pas, en fait, une seconde à Luton, juste pour paraître comme ça, mais que c'est elle qui contrôle beaucoup plus le réseau autour de tout ça. Mais on voit justement dans la psychologie de Luton le fait qu'il est capable de récupérer des informations dans des gens hautement placés dans le bureau impériaux de la sécurité. Puis de prendre des décisions aussi difficiles que de dire on va accepter la mort d'une trentaine de rebelles pour que la cause puisse avancer, puis qu'on puisse se défendre, qu'on puisse amener l'Empire à sa fin, et qu'on puisse récupérer nos libertés qu'on avait comme avant dans la galaxie. Mais là, on voit justement à quel point c'est un personnage qui est complexe. C'est pas juste quelqu'un qui va aller chercher des artefacts puis les vendre à l'autre personne. Non, c'est quelqu'un qui a vraiment plusieurs niveaux de différents degrés. Puis on voit que d'un côté, il peut être super gentil puis sympathique avec certaines personnes, puis avec d'autres personnes, il peut être super sérieux ou encore vraiment très profondément dangereux. Là. Quand je prends, par exemple, certains échanges avec Saw Gerrera qu'on revoit justement dans cette série, c'est vraiment intéressant de voir tous les niveaux psychologique là, que Stellan Skarsgård est capable d'apporter au personnage de Luton Rael. D'autres personnages qui sont intéressants à suivre, c'est Dedra Meero puis Cyril Karn, avec l'espèce de tension incroyable qu'il y a entre ces deux-là. Bon, on espère que ça va être développé dans la saison 2, là. En tout cas, moi, j'espère que ça va être développé dans la saison 2. Mais on voit que c'est vraiment des gens qui sont poussés pour avoir une carrière impériale. Puis même Cyril, au début, qui fait juste partie des forces de l'ordre de son secteur, qui est pas encore sous le joug impérial, on va dire. Ben, on peut remarquer que c'est vers ça qu'il veut s'en aller. Il refait faire son uniforme pour qu'il soit plus serré, plus fit comme les impériaux, puis etc. Puis Dedra, qui, elle, va se battre contre tous ses collègues du ISB, justement pour être capable d'apporter la justice de l'Empire à travers la galaxie, puis s'assurer que on se fait pas attraper par des rebelles, parce qu'elle est capable de voir que dans le gros de l'histoire, ben il y a plusieurs petites choses qui sont toutes reliées ensemble, puis c'est quelque chose que tous ses collègues semblent avoir manqué.
Puis elle, c'est comme ça qui la pousse à aller plus loin, puis à fouiller plus creux, puis à se mettre justement des collègues ados au point où ça la met un peu dans le trouble parfois. Mais on voit que justement, c'est une personnage qui avance, puis qui est bien dans son poste, puis qui a raison d'être dans son poste. Donc j'ai hâte de voir où ça va mener plus loin là, dans l'histoire de la 2e saison. Puis on a Mon Mothma qui, elle aussi, est contre l'oppression. Puis on voit ça vraiment fortement dans le Sénat. Puis là, ben, elle s'adresse à tout le monde, puis elle dit « Ça n'a pas d'allure, il y a telle race qui se sont fait couper leur ligne, ils sont en train de souffrir, faut qu'on leur donne de la bouffe, faut qu'on fasse quelque chose, ça n'a pas d'allure. » Puis là, tous les autres sénateurs font comme « Non, nous savons, on est avec les impériaux, puis on veut rien savoir. » Puis ils ferment leur petit pod dans le Sénat, puis ils continuent leur truc. Donc, on voit toutes les philosophies derrière ces personnages-là, que ce soit la philosophie de la montée impériale, des gens qui sont nécessairement moins bien nantis, qui cherchent à être capables de vivre leur vie, donc ils font leur petit chemin comme ça sans problème. Puis il y a d'autres, justement, qui sont vraiment oppressés et opprimés. Puis on voyait les prisonniers de Narkina qui sont venus faire un tour tout à l'heure, là, les gens de One Way Out, qui, on comprend, se font exploiter par l'Empire, puis ils se font donner des sentences qui ont absolument aucun sens, donc 6 ans pour avoir juste regardé un Stormtrooper de travers. Et puis, quand ils sont libérés, ben non, en fait, vous êtes pas libérés, on t'envoie comme dans une autre place, puis tu vas revenir, puis là, maintenant, ils font une erreur de gestion, puis ça se sait, ça s'apprend. Puis là, ben les prisonniers finissent par se rebeller. Donc, justement, menés par Cassian et Kino Loy. Excusez, j'ai plus de voix. Donc, moi, ça m'a vraiment touché là, de voir toute la profondeur des personnages. Puis c'est justement pour ça que c'est une série vraiment charnière à comparer à d'autres séries de Star Wars qu'on a vues qui font entre 6 et 8 épisodes. Parce qu'avec 12 épisodes comme ça, non seulement on est capable d'aller chercher des arcs d'histoire qui sont intéressants de 3 à 4 épisodes chaque, mais en plus, on est capable d'aller plus en profondeur dans les personnages, d'apprendre à les connaître, puis de comprendre leur point de vue sur leurs actions, puis pourquoi ils font des choses comme ça, versus le faire de d'autres manières. Donc, ça résout pas mal. Mais c'est là qu'on peut se demander si la 2e saison, justement, va permettre ça aussi. Je sais pas si on va avoir beaucoup de nouveaux personnages, là, mais ça reste que là, on couvrait 1 an en 12 épisodes, et là, on va couvrir 4 ans, c'est ça, en 12 épisodes. Donc, en termes de vitesse puis tout ça, là, en tout cas, ça reste à voir. Ça va être poussé rapidement, ouais. Excellent. OK, donc ensuite, on voulait parler de nos attentes face au futur des séries Star Wars. Dans le fond, est-ce que ce type de série ou de production va revenir dans les prochaines années? Je crois que pour ce type de série, oui. Je crois qu'avoir des thèmes un peu plus adultes, il y a sa place. Je veux dire, il y a du Star Wars pour tout le monde. Je pense que l'univers est assez vaste qu'on peut avoir des histoires qui peuvent plaire à tout le monde. Autant pour les jeunes, autant pour les plus vieux. Donc, je vois pas pourquoi qu'on n'aurait pas le droit à ce type de série plus tard. Pour ce qui est de la production, ça, je crois que non. D'après moi, on verra plus ce type de production-là dans le futur. Et la bonne raison est que ça coûte énormément d'argent. Comme je disais plus tôt au début, 250 millions de budget pour Endor. Il n'y a aucune autre série Star Wars qui a ce budget-là. Et là, qui n'arrête pas de parler des coupures, les coûts qui augmentent. Je vois pas comment qu'on pourrait revenir à ce type de production dans les prochaines années. Je sais pas ce que vous en pensez. Ce qui est sur justement l'aspect production puis les coûts, ce qui est difficile avec les séries, contrairement aux films, où est-ce qu'on a une idée s'ils sont rentrés dans leur argent avec le box-office, tout ça, puis ça suffit de faire une règle de 3 là, avec les coûts de marketing puis les frais en salle. Alors que là, c'est sur Disney+, il y a les codes d'écoute, oui, là, mais est-ce que on peut pas le calculer en abonnement supplémentaire nécessairement? Non, puis pas oublier que tes codes d'écoute, c'est Disney qui te les donne. Ouais, aussi, mais... Il y a personne qui, à moins que quelqu'un ait les entrées chez Disney, on est preneur, mais sinon il y a personne qui a les entrées chez Disney pour savoir combien de personnes ont vraiment écouté. Non, on pourrait regarder sur les sites pirates éventuellement qui le stream la popularité, mais là encore, c'est une infinité. Parce que là, dans le fond, avec Ahsoka, est-ce que vous savez si c'est en totalité dans le volume, encore une fois? Oui. Ou c'est... Oui. Okay.
Parce qu'effectivement, c'est dommage, parce que c'était ce qu'il disait aussi au départ. Il disait c'est vraiment comme si on avait tourné un film. À Pinewood, là, en Angleterre, puis on a tout fait comme si on produisait un film. Fait que puis le volume, c'est fantastique pour certains aspects. Mais on a tous remarqué des aspects moins fantastiques aussi. Là. Je pense entre autres à certains épisodes du livre de Boba Fett, qu'on s'est fait dire, là, en tout cas ça a circulé, que c'était un petit effet secondaire, on va dire, là, du concept du volume. Mais bref... Vous savez que vous n'avez toujours pas défini ce que c'était le volume. Hein? Les gens, ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est un écran 360, là, voilà. littéralement. C'est juste parce que JF a juste dit que ça a été créé par Disney. Et on n'a pas su qu'est-ce qui a été créé. En fait, c'est une sphère dans laquelle vous mettez l'acteur, puis avec des moteurs 3D de jeux vidéo, vous recréez les décors, puis vous filmez. Avec les décors. Avec les décors, ça permet d'avoir des gains de temps, parce que vous avez tout de suite une partie des effets spéciaux qui sont faits. Vous avez aussi l'éclairage qui est tout de suite bon. Donc il y a beaucoup de choses. Inconvénients, à moins que vous ayez l'énorme sphère qu'il y a maintenant à Las Vegas, vous êtes assez limité en taille. Il y a une limitation des tailles, puis il y a aussi quand même une limitation physique de certaines choses. Parce que s'ils font une scène dans une cantina, ils vont créer le bar pour que les acteurs puissent aller s'asseoir au bar. Là. C'est pas tout virtuel, c'est pas. Ouais. Ça remplace les écrans verts, mais c'est beaucoup plus pour justement l'éclairage, puis sauver du temps à la post-édition. Donc, je crois pas que de tourner la deuxième comme une autre saison de Andor ou une autre émission, comme par exemple Droids, sur le même ton que Andor, mais dans le volume, ça serait négatif. Ça peut juste comme réussir à amener à sauver des coûts de production. Puis je pense que nous, ça continue à nous donner des séries Star Wars. On sait par contre, comme on dit, avec toutes les choses qui se disent présentement, que Bob Iger a plusieurs réticences suite à ce qui s'est passé avec Marvel. Donc, est-ce qu'il commence à comprendre que les fans de Star Wars sont pas mal drainés présentement, potentiellement? Donc, ça se peut que ça ralentisse beaucoup là, dans les prochaines années. Sans dire que ça va arrêter. Moi, je pense qu'il va y avoir un certain ralentissement. Puis après, ça serait vraiment dommage que Andor demeure la seule série aussi adulte et aussi profonde que celle qu'on a là, parce que Star Wars mérite une profondeur. Et puis, on mérite d'avoir d'autres personnages explorés à travers des séries comme ça. Pas juste nécessairement des Rebels saison 5 avec des Ahsoka qu'on connaît maintenant depuis plusieurs années, ou de retourner explorer des vieux personnages ou même faire un remake de Ewoks là, live, je sais pas. Il faut aussi, parce que là on a parlé de production tout ça, mais en termes de thème et compagnie, comme tu dis, que quelque chose d'adulte comme ça, il faut aussi que tu aies les personnages ou l'histoire à raconter qui fait là avec ce personnage-là, c'était parfait pour ça, mais sinon il y aurait peut-être à la limite quelque chose sur Tron qui pourrait être ratisser. Tu peux les créer les personnages. Effectivement. T'as un univers qui s'appelle Star Wars. Oui, tu peux les créer, mais c'est toujours un pari. Oui, aussi, de mettre 250 millions sur des personnages que les gens connaissent pas. Mais moins. Oui. C'est-à-dire que t'es pas obligé de faire 12 épisodes. C'est un peu ce qui m'énerve. Puis ça va rejoindre une thématique qui est la même dans le jeu vidéo avec Star Wars. C'est-à-dire qu'on a des possibilités infinies et on fait toujours la même chose. En fait, dans le jeu vidéo, là, on a le dernier jeu Jedi Survivor qui est sorti où ils ont pris un pari, c'est-à-dire comment est-ce qu'on pourrait faire un jeu complètement buggé, mais avec moins d'argent. Au final, moi, j'ai aimé, sauf le fait que j'ai pas pu le finir avant le 6e patch, mais ça, c'est autre chose. Mais là, c'est pareil, en fait, ce qui m'énerve, ce qui me frustre un peu, c'est qu'on part sur des séries de 12 épisodes, 6 épisodes, 250 millions. On pourrait pas faire genre 2-3 épisodes sur... il y a une série qui a vachement bien marché sur Netflix qui s'appelle, c'est Drive to Die ou un truc comme ça. Là, c'est sur les pilotes de F1. Drive to Survive, voilà, pardon, Drive to Survive. Fais une version Star Wars. Mais t'as les courses de pod. On peut faire. Fly to Survive. Ouais, mais tu sais, t'as les courses de pod. À ce moment-là, tu pourrais tout à fait rentrer sur les paris sportifs, sur comment est-ce que tu finances une écurie. Oui, le côté politique et finance, t'as compris la thématique. Non, mais c'est pas pour que j'ai pris politique aujourd'hui. Andor, c'était vraiment comme un genre de série Origin Stories de Cassian et de la Rébellion. Ouais. Fait qu'on peut avoir quelque chose aussi de similaire pour Yoda et plusieurs autres
Jedi aussi. Ah, en juste live avant, action. tu disais qu'on pouvait lâcher les vieux. Oui, non, mais Alors, prends pas Yoda. je te donne des exemples de lore qu'on peut aussi exploiter. Et puis, c'est comme tu dis, on a du matériel duquel on peut aller chercher pour répondre à des questions qu'on a depuis plusieurs années. Ouais. Puis là, il y a la série The Acolyte aussi, qui est la suite du projet Luminous, qui fait que, justement, on va avoir une autre série. Puis moi, j'espère que la série The Acolyte va être aussi intéressante profondément que Endor l'a été. Ouais, possible. Puis moins en surface que ce qu'on a eu avec Obi-Wan puis la Second Sister, là, ou... Je sais plus, là. Ouais, je sais plus Reva, là. Ouais, avec Reva. C'était intéressant, mais dans le deuxième épisode, j'avais comme compris c'était où son arc puis où est-ce que ça s'en allait. Ouais. JF, je pense qu'on voulait prendre des questions ou commentaires. Oui, juste avant, je vais juste aller le petit sondage que vous avez demandé de faire au début. Donc, avez-vous aimé la saison 1 de Endor? Donc, 96% ont répondu oui. Voulez-vous que Disney produise d'autres séries de ce genre dans le futur? 100% oui. Qu'est-ce qui vous a particulièrement Merci, j'ai la misère aujourd'hui. Plus dans la série Endor, 54% c'est le scénario et les thèmes. On a 18% la production cinématographique et 14% pour les acteurs et les performances et la période impériale. Quel arc de la série a été votre préféré? Et à 57%, c'est l'arc de la prison. On a ensuite à 21% les deux derniers épisodes, donc la finale. 14% le cambriolage et 7% le recrutement. Et la dernière question, quelle série live vous a plus séduit jusqu'à présent? 57% Endor, 32% Mandalorian, 11% Obi-Wan. Et je comprends pas, personne n'a écrit le livre de Boba Fett. Ah ouais? Et pourtant, il y a 3 super épisodes dedans. Oui, non, je sais. Sans Boba, certes, mais ouais, voilà. Boba, Ouais, on est d'accord. Donc, écoutez, on a quelques minutes pour des questions. Je sais pas Ou des remarques. Hein. Ou des remarques, oui. Je ne sais pas si quelqu'un avait... Oui. Sur vos attentes, justement. Oui. Excuse-moi, il y a quelqu'un derrière de toi. Parmi les séries, c'est la première qui avait lancé l'idée derrière. C'était Mandalorian avec Grogu. Mais parmi les séries que Disney avait faites par rapport à l'Empire, ce qui a été développé, c'était le côté scientifique. Ouais. Et c'est d'autant plus avec Bad Batch qu'on a pu avoir ça. Mais ils essaient de faire un fil rouge avec le clonage, là, tout ça. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait d'accord. Ouais. Oui, effectivement, peut-être que, parce qu'effectivement, là, c'est plus dans Bad Batch, animation, tout ça, mais peut-être qu'on va retrouver un peu ça, qui sait, dans Ahsoka ou dans les prochaines séries live, là, live action. On avait une question juste en arrière. Mais vous voulez vous demander, vous avez parlé du personnage de Lulen, le marchand d'or, justement, qui était prêt à sacrifier 3 de ses hommes si ça lui permet de gagner plus. Vous pensez quoi de ça? Vous le voyez-tu plus comme héros, anti-héros? Chaotic neutral. Dans le fond, c'est que Luton, ce qui le pousse, lui, c'est la liberté de la galaxie au grand complet. C'est ça son but, puis son but, c'est vraiment que l'Empire se termine, qu'on revienne à une république, puis qu'on soit capable de revivre en liberté sans avoir à regarder derrière soi, puis en n'étant pas opprimé par quelqu'un de grand. Donc, le but de Luton, c'est ça. Puis, s'il faut qu'il sacrifie des gens comme ça, pour lui, de son point de vue, ça fait partie de la game. Donc, je peux pas le juger là-dessus parce que je comprends son point de vue au final, surtout quand il l'explique avec le long discours qu'il fait là, sur la passerelle sur Coruscant. Mais ça fait pas de lui une mauvaise personne, ça fait de lui une personne qui est capable de garder son chemin vers sa cause. En fait, c'est une extension de ce qu'on voyait déjà dans Rogue One avec justement Cassian qui se faisait donner l'ordre d'exécuter Galen Erso. C'était très officieux comme ordre. Justement, les services de renseignement souvent font la sale job des gouvernements et des forces armées. Moi, j'ai plus vu ça comme justement quelque chose de réaliste. Si vous étudiez moindrement l'histoire,
Vous allez voir que le sacrifice de 30 hommes, là, c'est rien en comparaison de ce qui s'est fait. Allez étudier la Première Guerre mondiale, là, vous allez voir que c'est pas ça se compte pas justement en dizaines. On va dire ça comme ça. Mais moi, c'est ce que je trouve intéressant, d'avoir des personnages du côté des rebelles avec des décisions comme ça à prendre. Peut-être qu'un jour, dans la deuxième saison, ça va être Mon Mothma qui va être confronté à un choix. Parce que là, on a eu un choix quand même difficile par rapport à sa propre fille, hein, plus ou moins de la promettre avec le fils d'un mafieux. Mais c'est ça. Sinon, à Mon Mothma, que ce soit dans série Rebels, où elle a souvent le beau rôle de la conscience là, immaculée de la rébellion. Fait que ça va être intéressant de voir si elle est confrontée à des choix comme ça. Exact. Je pense qu'on avait juste rapidement une petite question. Non, mais je pense ça un peu, puis je trouvais justement intéressant dans Endor que les thèmes scientifiques utilitaristes soient plus appliqués que les rebelles. Oui, effectivement. Ben, du côté Empire, on a aussi le BSI. Là. Seb en a parlé un petit peu tantôt, les renseignements de l'Empire, qui eux aussi là, font des... Mais c'est vrai qu'on n'a pas creusé tant que ça le côté sale de ce qu'ils font du côté du BSI, et il y aurait, je pense qu'il y aurait du matériel. Oui, mais peut-être que l'actualité nous a permis d'éviter un faux pas. Possible. Donc, écoutez, c'est tout le temps qu'on a. Je vous remercie. On vous remercie d'avoir été ici. Ouais, merci beaucoup. Ceux qui sont encore ici, on a des goodies pour vous après. Et on vous remercie d'avoir été là. L'épisode, si vous voulez le revoir, va être diffusé sur YouTube et sur votre plateforme podcast préférée dans les prochains jours. Alors, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, que la voix du fandom Star Wars et que la force soit avec vous. Vous allez pouvoir croiser notre collègue Juliane qui va être à l'extérieur, ainsi que Marc Joly-Corcoran qui se lève. Là. Fais-moi des bye-bye, Marc Joly. Avec quelques-uns de ses Blu-ray. Donc, je vous invite à aller les rencontrer dans le corridor. Merci tout le monde. Que la force soit avec vous. Très bon film. Ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est à voir. Que le fan soit avec vous. Je vous le conseille fortement. Bonjour la communauté de Star Wars en direct. C'est Aude pour vous guider dans notre boutique. Oh, ce mash-up, il est parfait. Celui-là, c'est un incontournable. This is the way. Il est tout nouveau, tout chaud. Tu vas avoir la classe avec ça. Tous les vêtements sont disponibles dans différentes grandeurs, couleurs et modèles pour hommes, femmes et enfants. Visitez notre boutique et merci de votre soutien. Star Wars en direct remercie ses partenaires Mint in Box, Planète Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec, la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science-Fiction.